bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier webinaire sur le plaisir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, très bien. Ok, super. Merci de votre participation à ce webinaire. Pour rappel du contexte, hier on commençait la semaine nationale de santé sexuelle en France, donc c'est du 1er au 7 juin. Et donc, dans ce contexte, le CORES, donc le Comité régional de santé sexuelle PACA, a choisi de faire une série de webinaires. Donc, il y aura 5 webinaires. Aujourd'hui, c'est sur le plaisir, mais le 4, ce sera sur la contraception et l'IVG. Le 9, ce sera sur la PrEP. Le 11, sur les violences. Et le 12, sur l'inclusion. Voilà, donc une série de 5 webinaires. Aujourd'hui, ce sont Eva Fargue et Estelle Becquet qui vont animer ce webinaire. Donc, je les laisse prendre la parole pour se présenter. Vas-y, Bonjour. Estelle, je t'en prie. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Enchantée, je suis Estelle Becquet. Merci au CORES pour cette invitation. Le sujet est très intéressant. Donc moi, je suis Estelle Becquet, je suis psychologue, sexologue à Cannes et j'interviens dans différents DU, dont le DU de sexologie. Voilà. Et du coup, docteur Eva Fargue, merci également, mon CORES pour l'invitation. Donc, médecin sexologue au CJ de Nice et également en cabinet libéral à l'Institut de médecine sexuelle sur Nice. Ok, donc pour le fonctionnement du webinaire, on a décidé que ce serait assez interactif. Donc, il va d'abord avoir une introduction sur le plaisir et ensuite, on déconstruira des préjugés au fur et à mesure. Le choix a été pris de faire les questions au fur et à mesure après chaque préjugé exposé. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à lever la main à la fin de chaque petite partie. Voilà. Estelle, Eva, vous préférez que je partage le PowerPoint? Si tu l'as, oui. Ouais, Ouais. je l'ai. Autrement, j'ai... Est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui, ok, bah vous me dites quand je passe les slides alors. Ouais. Et Allez. c'est parti. Alors, ça nous semblait intéressant de commencer par vous faire une petite introduction, notamment pour parler des scripts sexuels et de cette notion de script sexuel. Parce que quand on parle de plaisir, on a l'impression que c'est quelque chose d'évident, d'universel, et finalement pas tant que ça, et on va voir que c'est beaucoup de construction sociale. Donc, on peut passer au premier slide. Alors attendez, ça ne fonctionne pas. Si c'est bon. Ah. Bon, et Eva, n'hésite pas à intervenir sur les slides. Pas de souci. Alors, pourquoi parler de script sexuel? Déjà, qu'est-ce que c'est un script sexuel? Qu'est-ce que c'est un script en général? C'est une série d'actions qu'on va faire dans un ordre et on a tous et toutes des scripts. Par exemple, on va au supermarché, on va avoir le script pour aller au supermarché où on prend le caddie, on rentre dans le supermarché, on fait nos courses et on paye. Et il y a 2 sociologues qui s'appellent Simon et Gagnon dans les années 70 qui ont décrit qu'on avait aussi des scripts liés à la sexualité et qui vont générer des croyances, des manières de faire, qui sont évidemment portées par la famille, par la religion, par les médias, par la culture au sens large, par le porno évidemment, les expériences, le genre, et ça va nous amener des croyances sur qu'est-ce que c'est un rapport sexuel, qui doit l'initier, qu'est-ce qui va être considéré comme du plaisir ou pas, et qu'est-ce qui serait normal ou pas. On peut passer au slide suivant. Et donc, dans tout ça, il y a quelque chose qui va se dégager, c'est un script sexuel qui est dominant, qui est
moi je le vois tout le temps en consultation, qui est dans la tête des gens. Et ça va commencer par un désir qui va être très spontané, des rapprochements, et puis après il y a les préliminaires. Nous, les sexologues, en général, on n'aime pas trop ce mot, on expliquera pourquoi. Et ensuite, il y a la fameuse pénétration avec un orgasme, souvent l'orgasme du monsieur, parce que souvent dans la tête des gens, c'est un rapport hétérosexuel, et puis après, ça s'arrête. Donc ça, c'est le script que les gens ont en tête, et évidemment qui est basé sur un rapport hétérosexuel qui est centré sur la pénétration et qui va être basé sur ces représentations médiatique et qui va amener pas mal de conséquences. On peut passer à la slide suivante. Ce qui est problématique, c'est que ça amène des espèces de normes, et ces normes, elles vont devenir invisibles parce qu'elles sont tellement présentes qu'elles vont même apparaître comme biologiques, normales. C'est des choses qu'on ne va pas remettre en question. Et donc, ça va avoir évidemment un impact sur les attentes de chacun, sur l'estime de soi si on se sent différent. Ça peut amener des difficultés sexuelles, forcément. Ça va souvent augmenter les stéréotypes de genre. Ça peut avoir des conséquences importantes sur le consentement. Pourquoi sur le consentement? Parce que quand on ne remet pas en cause une série d'actions comme ça, c'est difficile de se dire finalement, j'ai envie que ça s'arrête, ou j'aimerais que ce soit différent. Ça va aussi avoir un impact sur la manière dont les gens parlent en général. Alors, j'ai mis les patients, mais dont les gens parlent de leur sexualité et ce qu'ils vont considérer comme normal ou pas. On peut passer à la suivante. Et donc, ça a pas mal de conséquences. L'idée, c'est pas non plus de dire ces normes, elles servent à rien. En fait, si elles sont là, c'est qu'elles servent quand même à quelque chose, et notamment dans un sujet aussi sensible que celui de la sexualité, souvent c'est rassurant de se dire voilà comment ça fonctionne, ça va donner des repères. Mais à côté de ça, ça va générer cette notion de performance. Et là, aujourd'hui, on parle de plaisir et on sait à quel point les gens associent le plaisir à la performance. Évidemment, ça va invisibiliser certaines sexualités. Ça va mettre l'action sur ce qu'il faut faire et pas forcément sur ce qu'on ressent. Ça crée souvent de la culpabilité. Et je le redis, ça va renforcer plusieurs stéréotypes. Et donc, dans tout ça, je reviens sur le sujet de base qui est le plaisir. Et moi, souvent, c'est très confus dans la tête des gens. Qu'est-ce que c'est le plaisir? Qu'est-ce que c'est l'orgasme? Qu'est-ce que c'est le désir? Et ça, c'est souvent important de les accompagner pour un petit peu différencier ces notions. Et en plus, il y a beaucoup d'amalgames et il va y avoir des associations. Par exemple, si j'ai pas d'orgasme, c'est que j'ai pas de plaisir, alors que c'est faux. Si j'ai pas de désir, peut-être que je suis pas amoureux. Et puis, si j'ai de l'excitation, alors, ou si elle ou il est excité, c'est qu'elle a envie. Ce qui est complètement faux aussi. Donc ça, c'est des choses vraiment à déconstruire. Pareil sur des notions de pénétration. Donc finalement, le travail du sexologue ou des personnes qui vont accompagner les gens concernant la sexualité, ça va être aussi de déconstruire certaines notions. Et donc, c'est important de rappeler que le plaisir, ce n'est pas quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui va être très subjectif, qui va être très variable en fonction du contexte, de la relation, de ce qui se passe entre les personnes. C'est aussi quelque chose qui va évoluer dans le temps, parce que on va voir juste après que le plaisir, il va évoluer, le corps, il apprend, ça va être influencé par l'histoire. Donc, évidemment, il y a des dimensions biologiques, mais il y a aussi des dimensions psychologiques, relationnelles, culturelles, contextuelles, et tout ça, ça va s'intriquer. Effectivement, je disais que le corps apprend, et c'est important de le dire.
que les choses sont pas innées et que le plaisir va être évolutif. Et c'est ça qui est assez formidable dans la sexualité, je trouve. Moi, j'ai souvent l'habitude de donner cette métaphore que c'est comme un œnologue qui va habituer son palais, qui va reconnaître certaines saveurs. Eh bien, le corps, c'est pareil, c'est un apprentissage, ça va être lié aux expériences. Donc, il peut y avoir des expériences positives, mais des expériences négatives aussi. Et donc ça va laisser des traces. Il y a des histoires de découverte, d'imagination, il y a toute la notion d'imaginaire érotique, les émotions vont avoir beaucoup de place là-dedans. Et tout ça, c'est lié à la fois à des notions de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau peut toujours créer de nouvelles connexions. C'est lié aussi à des histoires de zones érogènes qu'on déconstruira aussi, surtout dans les idées reçues. Il y a toute la notion de découverte de soi avec l'auto-érotisme, tout ce qui va être lié aux émotions et donner une valence positive ou négative aux expériences. Et puis, il y a aussi la notion d'attention, de pleine conscience. Je m'attarderai pas trop là-dessus parce qu'on va en parler dans les idées reçues, mais l'idée aussi, c'est de se dire qu'il y a des choses très variables au niveau des zones qu'on dit érogènes, et ça va être variable en fonction des personnes, du contexte, de la culture aussi. Il y a certaines cultures où on va valoriser certaines parties du corps et d'autres non, et des émotions. Donc on voit que tout ça, bien sûr qu'il y a du biologique, mais c'est aussi une construction sociale. La performance, j'en dis quelques mots parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos consultations. Il y a de l'anxiété de performance qui va être liée au plaisir et souvent, ça va éloigner du plaisir. Ça va amener des dysfonctions, une pression. J'ai mis une pression masculine à la performance, mais en fait, il y a aussi aujourd'hui des pressions féminines à prendre du plaisir. Parce que même si on a démocratisé le plaisir, qu'on parle de plus en plus de plaisir féminin, à l'inverse, il y a une espèce d'injonction à avoir un orgasme, à réussir un rapport ou avoir beaucoup de désir d'ailleurs. Et donc, les patients qu'on accompagne, les personnes que vous rencontrez peut-être, sont souvent beaucoup dans le faire et pas trop dans le je ressens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et ça éloigne du plaisir. Je reviens un petit peu aux normes et aux scripts sexuels. Nous, professionnels, même si on est déconstruit, même si on est ouvert à plein de choses, on est aussi influencé par tout ça. Donc, l'idée, c'est aussi de savoir se remettre en question. On peut être influencé déjà par la gêne de parler de sexualité. C'est pas forcément évident quand on n'est pas habitué à ça. Dans nos études, on n'est pas forcément habitué à parler de sexualité avec les gens. On peut être dans l'évitement de certaines questions, ou alors on va présupposer des choses qui nous paraissent évidentes et qui ne sont pas du tout pour la personne qu'on a en face. Il peut y avoir cette notion d'hétérocentrisme, parce que toutes les études en sexo, à la base, elles ont été basées plutôt sur des couples hétéros, et parce que c'est un modèle dominant quand même dans la société. On peut être aussi malheureusement centré sur la fonction sexuelle et pas forcément justement sur le plaisir, sur le bien-être des personnes. On peut être influencé par les stéréotypes de genre, par cette centration sur la pénétration et l'orgasme aussi. Donc, attention aussi, nous aussi, on est influencés. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes qu'on accompagne? J'ai envie de dire déjà plutôt d'essayer d'explorer plutôt que de normaliser, de rester dans cette notion de norme. Donc ça implique de se poser des questions sur soi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? D'ouvrir le dialogue, de montrer qu'il y a une diversité de représentations, redonner cette place au ressenti. Évidemment, on déculpabilise et on individualise en montrant que le plaisir, c'est une expérience individuelle, pas universelle. Et voilà, je finirai cette intro là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de sexualité universelle, il y a plein de vécus qui vont être singuliers.
Merci Estelle. Je rebondirais peut-être juste sur la slide où tu parles en fait des différences entre le désir, l'excitation. Donc c'est vrai que on a toutes les deux approches différentes parce que tu es psychologue de formation initiale et moi je suis médecin généraliste, mais je pense qu'on se rejoint là-dessus sur le fait que la première consultation, souvent, on passe aussi du temps à définir qu'est-ce que c'est que le désir, comment on le ressent dans le corps de manière concrète, qu'est-ce que c'est que le plaisir, qu'est-ce que c'est que l'orgasme, qu'est-ce que c'est que l'excitation, etc. Et c'est vrai que souvent, c'est le premier topo que je fais aux professionnels de santé qui interagissent en santé sexuelle, c'est déjà de définir et aussi de voir qu'est-ce qu'on ressent dans le corps. Donc ça, c'est quand même une chose qui va être quand même déjà primordiale, c'est-à-dire de savoir d'où on part pour aller explorer d'autres choses. Ouais, merci pour cette précision. Effectivement, je pense qu'on est d'accord sur ces notions. Est-ce que vous avez des remarques en particulier? Là, la deuxième partie, on a fait après, on a choisi 5 ou 6 préjugés je pense, on a le plus souvent en consultation. Il y en a beaucoup d'autres, donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'astreindre à cette liste. Si vous avez des remarques, on va essayer aussi de vous donner un peu des tips de communication très concrètes sur comment vous pouvez répondre à certains préjugés en consultation. C'est pas forcément les meilleurs, donc si vous avez vous-même, nous on veut bien aussi apprendre de vous, si vous avez aussi des exemples, des anecdotes que vous partagez pour illustrer ou déconstruire les préjugés. N'hésitez pas, peut-être si Cyrielle, tu es d'accord, puisque c'est toi la maîtresse de cette intervention, d'interagir dans le chat où on puisse répondre pour que malgré le format sur Internet, que ce soit le plus interactif possible. Oui, donc n'hésitez pas à tout moment, vous pouvez lever la main, poser des questions, on fera en sorte que ça s'intègre dans la présentation. Alors là, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Je vous propose de passer aux préjugés. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction. Si on pouvait le résumer en quelques mots, je pense qu'on pourrait dire, après corrigez-moi si je me trompe, mais que la sexualité comme le plaisir, c'est quelque chose qui n'est pas universel et qui n'est pas inné. Que voilà, c'est des constructions qui sont pas seulement biologiques, qu'on est influencé par un environnement, une société, une culture, et que donc rien n'est fixé, que le plaisir est évolutif. Absolument, merci pour ce résumé, Cyrielle. Je pense que si vous voyez des personnes dans le champ de la santé sexuelle et de la sexologie, au moins une fois, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire non mais c'est pas normal, j'aimerais bien avoir une sexualité normale. Donc ça c'est la première chose qu'on dit. Il n'y a pas de normalité en termes de sexualité. L'essentiel c'est qu'il y ait la notion de consentement, que ce soit avec un ou deux ou plusieurs personnes, mais en tout cas que la notion de consentement elle soit au centre, mais qu'il n'y a pas de normalité. Mais je pense que ça, au moins au moins une fois, ça tombe dans les... Et on recadre déjà, je pense que c'est un premier préjugé qui sert d'introduction, je pense, qui est assez intéressant. Mhm, tout à fait. Alors, je vous partage la première idée reçue. Voilà, alors l'orgasme vaginal par la pénétration est la norme. Donc, on parlait de norme, c'est une super transition. Alors, si tu es d'accord, Estelle, j'ai introduit en bon médecin, j'ai cherché des études pour pouvoir aussi illustrer du coup chaque préjugé. N'hésite pas, Estelle, du coup à rebondir par rapport à ça. Est-ce que déjà tu as une première remarque par rapport à cette idée reçue? Ma remarque, c'est mon expérience clinique et effectivement dans la tête des gens, c'est assez centré, qu'il y aurait aussi un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien. Oui. Oui, en fait, cette phrase, elle est intéressante parce qu'en fait, il n'y a pas un préjugé,
il y en a peut-être 3. Celui de l'orgasme vaginal comme étant celui qu'il faut atteindre, hein. Donc, du coup, ça, c'est directement hérité de la théorie freudienne, comme quoi l'orgasme vaginal serait l'orgasme de la femme mature, alors que celui, tu me coupes, et ça, si je dis des bêtises en psycho, mais de l'orgasme clitoridien qui serait moins celui à atteindre. Il y a la question de la pénétration. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Alors là, c'est marrant, cette semaine, j'ai eu des fois, déjà à 3 reprises, je crois, des couples qui m'ont dit mais oui, mais vous parlez de rapport ou de vrai rapport? Alors j'ai bien compris que le vrai rapport, c'était sous-entendu celui où il y avait de pénétration. Donc je leur dis oui, bah, un rapport sexuel, ça commence dès lors qu'il y a une intimité émotionnelle, dès lors qu'il y a un contact charnel, etc. Donc on précise les deux pour l'anamnèse, mais le vrai rapport serait avec la pénétration et celui de la normalité. Donc je pense que peut-être on l'a bien parlé, la normalité, c'est des scripts que l'on a tous, que la médecine, elle contribue aussi à une normalité, c'est-à-dire que plus on connaît la sexualité, plus on fait des études sur la sexualité, plus on écrit, et ben forcément, plus on a tendance à inscrire une norme dans la conscience des gens. Donc, dans ce préjugé, finalement, il y en a 3. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes en particulier ou des vignettes cliniques que vous voulez partager par rapport à ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a un auditoire un petit peu timide aujourd'hui. Je regarde, je suis désolée, je vous C'est coupe dans la le thématique. Oui, voilà, exactement. Alors, excusez-moi, non. Alors, je vois pas de questions pour l'instant. Non, je vois que les têtes disent non aussi. Ah, alors, comment aborder la sexualité par plutôt les côtés positifs, plaisir, désir, orgasme, que les IST? Alors, est-ce que en groupe, ouais, voilà, c'est ça, je voulais savoir juste un peu préciser, est-ce que en groupe de parole, dans quel contexte? Parce que j'ai consulté la liste des participants et j'ai vu qu'il y avait l'éducation nationale, il y avait de l'associatif. Bonjour. Ouais, on s'est dit qu'on allait peut-être mettre le micro, c'est plus facile. Ça sera plus simple. En fait, nous, on travaille en détention. Ouais. Et donc, on travaille pour les hôpitaux publics en détention. Ok. Et ce qu'on se demandait, c'est qu'en fait, on fait des groupes en lien. Enfin, on a des groupes où il y a des infirmiers aussi qui sont présents. Et donc, on parle de sexualité de manière générale. Et en fait, ce qu'on a remarqué souvent dans ces groupes-là, c'est que c'est vrai que quand les personnes arrivent dans le groupe, donc les patients, ils vont directement nous parler plutôt d'IST, etc. Et souvent, on finit par parler de plaisir, mais des fois, on a l'impression que quand on parle de sexualité, on parle plutôt de tout ce qui serait négatif, entre guillemets. Et on se demandait si c'est peut-être une... Oui, on se demandait comment en fait, aborder plus dans le côté positif, si je peux me permettre, voilà, du plaisir. On se demandait un peu plus comment aborder les choses, parce que des fois, nous-mêmes, sans s'en rendre compte, on aborde la sexualité par de la prévention, donc par les IST, par les moyens de contraception, etc., les moyens de protection, etc., mais pas souvent sur le côté plaisir, etc. Et finalement, le groupe, il tourne autour de ça, des IST, de toutes ces choses un peu, voilà. Estelle, tu as une réponse? J'ai une idée, mais que je peux déjà apporter, mais vas-y si tu as. Vas-y, et puis j'interviendrai. Alors, je pense que déjà c'est tout à fait normal parce que c'est beaucoup plus rassurant. En plus, du coup, votre fonction, vous êtes infirmière, vous êtes dans le corps soignant, vous êtes Non, pardon, nous sommes assistantes sociales toutes les deux. assistante sociale, ok. Oui. Donc en fait, je pense que c'est, même moi en tant que médecin, c'est beaucoup plus facile de faire un topo sur les IST que sur le plaisir ou Cyrielle sur l'abord positif de la sexualité, puisque chaque fois tu me proposes des thèmes touchy. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'apporter une information sur des IST, sur quelque chose de purement médical, il me semble, parce que du coup, c'est beaucoup plus cadré, on va dire. Après, concrètement, je dirais que le premier, je commence toujours les consultations
par le brise-glace, c'est-à-dire les antécédents, le travail, etc. Donc ça me permet quand même de faire une approche, on va dire, en douceur. Normalement, en présentation, chacun se présente. Ça permet déjà de mettre un petit peu en confiance. Et après, je pense que parler de plaisir, désir, orgasme, déjà, c'est intéressant de les définir, comme je disais tout à l'heure. Ça permet de rentrer dans le sujet un peu de manière concrète, douce, et de pouvoir ensuite permettre des échanges et des questions par rapport à des thématiques plus sur le plaisir, le désir, l'orgasme. Donc, je dirais, je partirais déjà sur des définitions en fait toutes simples. Et donc, ça, je suis formée un peu en sexo-corporel et j'aime bien relier chaque mot au mot MAUX du corps, c'est-à-dire vraiment à des sensations corporelles pour que chacun puisse aussi se retrouver dans son propre expérience sexuelle. Estelle, je ne sais pas si tu Oui. procèdes d'une façon différente. Ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne idée de partir sur les définitions, de partir sur des mots-clés, de faire parler les gens là-dessus. Mon regard de psy sur, on arrive plus à parler des IST et tout, je pense qu'il y a vos propres limites en fait, parce que c'est pas évident de parler de... c'est comme si on parlait vraiment là, de sexualité quand on parle de plaisir. Et chez les personnes que vous accompagnez aussi, c'est comme s'il y avait un petit peu plus un dévoilement de soi que si on parle de prévention, d'IST, etc. Donc, de partir de ces définitions, ça aide aussi finalement à mettre peut-être un petit peu plus de distance avec soi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais effectivement, des fois, ce qu'on sent, c'est justement, là, on parlait d'orgasme vaginal par la pénétration, etc. C'est qu'il y a effectivement, il y a beaucoup de normes qui sont intégrées. En plus, nous, on travaille qu'avec des hommes principalement. Nos patients sont que des hommes, donc voilà. Et en fait, on sent que souvent, il y a il y a comme une attente de ce qu'il faut dire ou savoir en sexualité. Et effectivement, donc, dès qu'on essaie d'aller déconstruire un peu ça et d'aborder par d'autres manières, c'est pas tant pour nous, je pense que c'est compliqué, puisque nous, ça fait longtemps qu'on fait ça, etc. Mais on sent qu'en face, il y a comme des bonnes et des mauvaises réponses. Et voilà, enfin bon, bref, voilà. Merci beaucoup. Oui, Les les bonnes et les mauvaises réponses, c'est ce qu'on appelle en statistique dans les études de santé sexuelle, c'est le biais de désidérabilité, c'est-à-dire la bonne réponse qu'il faut apporter pour être du coup dans la norme. Donc, en plus, je pense que dans un groupe d'hommes, il y a en plus l'anxiété de performance qui est quand même chez beaucoup de nos patients masculins quand même, que l'on retrouve de plus en plus aussi féminins, je pense, mais avant tout masculin. Donc, il y a ça en plus qui se rajoute dans la consultation de groupe, enfin dans le groupe de parole en fait. Donc, c'est sûr que je pense que c'est une thématique qui est beaucoup plus facile. Tu me diras si je me trompe, Estelle, à élaborer en one-to-one que vraiment du coup oui, bien en sûr. groupe. Oui. Il y a l'effet groupe, le regard des autres, et encore plus dans un groupe d'hommes. Alors Rachel, tu nous fais dans le programme de SVT niveau 3e, on aborde aussi la sexualité par la contraception, les IST, les PMA de prime abord, et avec l'apparition de programmes concrets et VARS, le plaisir, les différents types de relations, enrichissent les échanges, mais il faut savoir quoi dire aux collégiens qui ont de plus en plus de mal à parler dans la génération actuelle. Rachel, juste pourquoi tu dis que les collégiens ont de plus en plus de mal à parler? Tu as l'impression? Je ne sais pas si tu peux rebondir. Ta question, c'était comment peut-on essayer de les faire s'ouvrir et échanger sans les choquer? Je ne sais pas si Rachel, tu veux apporter une précision ou pas? Ou non? Alors, si je peux répondre juste sans les choquer, déjà, il faut être... Je pense qu'il faut être bien déjà dans son rôle d'intervenant en santé sexuelle. Déjà se poser un peu... Il y a un petit problème de micro, ok. Déjà se poser un peu les questions sur ses propres scripts, en fait. Et après, c'est aussi une question d'expérience, c'est-à-dire que plus je pense que vous évoquez et que vous dites les mots adéquats avec le plus de distance, plus vous êtes dans votre rôle et plus la communication peut se faire de manière facile. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire.
Il y a aussi une question d'expérience, c'est-à-dire, voilà, on parle de pénétration anale, vaginale, on utilise les mots qui sont adéquats de façon la plus droite dans ses bottes, on va dire. Et je pense que c'est la meilleure manière, en fait, de parler aussi de sexualité, c'est d'être soi-même à l'aise avec ce que l'on transmet. Estelle, je ne sais pas si tu veux... Je peux pas faire de meilleure réponse et justement, de montrer qu'on est à l'aise, à utiliser les mots qui sont corrects, qui sont pas des mots choquants, qui sont des mots, qui font partie de la sexualité et qui sont tout à fait corrects. Bah, c'est aussi transmettre l'idée que c'est OK et c'est un sujet qui peut être sérieux et où il y a pas à être gêné. Alors Est-ce que je vous vois avez... Oui. Pardon, excuse-moi. Je vois qu'il y a eu une autre question et qui revient un petit peu sur cette idée reçue sur l'orgasme vaginal et clitoridien. Est-ce qu'on différencie les deux dans le milieu scientifique sans jugement de valeur? C'est une question posée par Johanna. Alors, c'est vrai que moi, souvent, je pars de l'anatomie clitoridienne et je parle d'atteindre l'orgasme par stimulation externe ou par stimulation interne clitoridienne. Je parle plus d'orgasme vaginal, je parle, voilà. Absolument. Après dans le milieu scientifique, j'ai pas l'impression qu'il y ait de jugement, de différence de jugement de Ah. valeur aujourd'hui, hein, heureusement. Et c'est sûr qu'il y a l'héritage freudien qui a laissé pas mal de traces là-dessus, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et Jessica, tu notais une suggestion avec les jeunes, partir de leurs mots à elles et à eux et faire un brainstorming. Oui, c'est très intéressant, même aussi dans le fait de parler de plaisir. Pour aborder les côtés positifs, ça peut aussi commencer par un brainstorming, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez derrière le mot plaisir, désir, orgasme, ou qu'est-ce que vous mettez derrière la notion de sexualité positive et faire un petit brainstorming sur cette notion. Ça peut être, alors la notion de sexualité positive, c'est plus, je pense, pour des professionnels de santé, parce que ça va être un peu plus difficile. Mais autrement, voilà, partir d'un brainstorming et déconstruire, ça permet d'avoir un support qui vient de l'auditoire eux-mêmes. Cyrielle, peut-être tu peux passer à la slide suivante. Oui, bien sûr. Merci. J'avais juste noté, bon, ça c'est juste pour que vous ayez des petits supports et apporter un peu de l'eau au moulin. Deux études, donc c'est des études qui sont assez solides que j'ai essayé de chercher, souvent quand même américaines. Juste pour, ça porte pas forcément un commentaire, mais la première étude, elle montre que seuls 18,4% des femmes rapportent que la pénétration seule suffit à l'orgasme et 36,6% ont besoin d'une stimulation clitoridienne directe. Donc là, même vous voyez, dans la tournure de la phrase, on parle de stimulation, on va dire, externe et interne. Et après, il y avait une méta-analyse où environ 25% des femmes seulement orgasment toujours par pénétration vaginale seule. Voilà, c'était pas pour déconstruire un peu par rapport à l'orgasme vaginal. Donc tout ça, souvent, ce que j'explique aux patients, c'est ce qu'on appelle le mode d'excitation sexuelle, c'est-à-dire la manière de monter son excitation et d'atteindre l'orgasme. Et il y en a de multiples façons différentes. Et qu'il n'y en a pas une forcément qui est la norme. Je ne sais pas si vous avez besoin de rebondir par rapport à ça. Moi, j'ajoute que ces études, elles sont intéressantes dans le sens où ça peut donner des repères aux patients. Souvent, ils ont besoin de chiffres. Alors, dans l'idéal, j'essaye de les sortir un petit peu de ces normes et de ces chiffres, mais parfois ça peut être rassurant de se dire: «Bah oui, mais j'arrive pas à avoir un orgasme juste par la pénétration, avec, mon compagnon». Mais leur rappeler que finalement, bah, c'est que 25% des femmes, qui ont un orgasme de cette manière. Ça peut être hyper rassurant parce que sur des sujets si, intimes que la sexualité, bah, parfois c'est difficile, de trouver des identifications et souvent les personnes se sentent très seules et anormales. Et toutes les études, de toute façon, en termes de sexualité, elles sont vraiment à prendre avec beaucoup de distance parce qu'il y a Mmh. le fameux biais de désidérabilité. Donc, la manière dont vous posez la question ne va pas forcément amener la même réponse. Et dans
le contexte dans lequel la personne répond, va peut-être pas répondre de la même manière. Dans toutes les questions qui sont relatives à la vie sexuelle, pour les dyspareunies, les douleurs pendant les rapports, etc., parfois vous trouvez des études avec des fourchettes qui n'ont vraiment rien à voir. Donc les études quand même en termes de sexualité sont toujours à prendre quand même avec beaucoup de distance, mais ça permet d'être aussi une petite lorgnette sur un petit état des lieux en fait, hein. Est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à la première idée reçue? Non, on peut peut-être passer à la deuxième alors, Cyrielle. Oui, alors. Alors, attends, avant, je vois qu'il y a eu un message. Donc, certains jeunes peuvent être choqués par les débats sur la sexualité. D'autres ne semblent pas concernés par les séances d'EVARS en milieu scolaire. Qu'en pensez-vous? Internet et les réseaux sociaux ont-ils pris le relais? Alors, Internet et les réseaux sociaux, il n'y a pas que des... Enfin, il y a des très bonnes choses Oui. aussi, donc il faut le dire. Et puis, le problème, c'est que parfois, ils ne font pas la différence entre du contenu qui va être très lié à l'influence, à vendre des sextoys, etc. Et puis, il y a des vrais comptes qui sont par des professionnels portés. Mais je pense que ça ne remplace pas les séances d'EVARS. Après, sont choqués, peut-être que certains vont être heurtés par leurs valeurs, leur culture, etc. Mais encore une fois, il y a cette notion de je montre que je suis choquée au reste du groupe. Mais est-ce que pour autant je ne vais pas écouter, ou est-ce que parce que je vais montrer que je ne suis pas concernée, je ne vais pas écouter du tout? Je ne suis pas sûre non plus. Oui, je pense que je te rejoins. Bon, certaines jeunes peuvent être choquées. Je pense que ça, c'est pas forcément, enfin, c'est de tout temps, la sexualité. On n'est pas forcément tous confortables d'où on vient pour en parler. Après, si je peux, juste une expérience, là, au CJ de mes collègues, donc on a formé les professionnels de santé à des foyers de l'enfance du département aux violences sexuelles. Donc, moi, j'ai formé plutôt la partie professionnelle et mes collègues sont intervenus avec les jeunes en foyer sur plusieurs séances, 6 séances. Et en fait, le préambule de base, c'était que ce n'était pas obligatoire et qu'ils pouvaient à tout moment sortir de la séance et revenir dans la séance. Et en fait, le retour, on en a discuté il n'y a pas très longtemps. Ce qui était intéressant, c'était qu'au final, au début, il y avait des gens qui sortaient, mais en fait, ils finissaient toujours par revenir. Et en fait, à la fin, ils arrivaient quand même à voir le groupe au complet. Donc, je pense que si en fait tout le monde est concerné, se sent concerné forcément, je vois pas comment c'est possible de ne pas se sentir concerné. Après, c'est une manière aussi de cacher ou en tout cas voilà, peut-être vous parliez de choquer, voilà, de se protéger, c'est une manière. Mais en tout cas, quand les séances sont ouvertes et quand il y a la possibilité de faire des va-et-vient, de venir et de revenir aux ateliers, et ben souvent à la fin, ils arrivent quand même à voir le groupe au complet. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences de ce type. Je pense que vous êtes plus peut-être amenés à faire des groupes et parler de santé sexuelle en groupe. Alors, je ne vois pas de réaction spécifique sur le sujet, mais on a Élodie qui dit qu'ils vont mettre en place sur la sexualité avec les collègues à destination des personnes concernées par des troubles psychiques. Certains traitements médicamenteux ont des effets secondaires tels que la baisse de la libido, par exemple. Comment amener la question de la sexualité dans un entretien avec le patient? Comment je peux promouvoir cet atelier sans tabou auprès d'une personne concernée pour lui montrer les intérêts de cet atelier? Et la personne, Élodie, exerce dans un HDJ et en milieu en intra-hospitalier également. Donc c'est plutôt dans le milieu psychiatrique, c'est ça? Alors, c'est ce que j'ai compris, concernée par des D'accord, troubles ok. psychiques. Alors, comment amener la question de la sexualité dans un entretien? Bonjour, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie sexuelle actuellement? Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Il faut juste poser la question. C'est comme dans la question des violences sexuelles. Est-ce que vous avez su... Alors, chacun
t'amène de trouver la petite phrase pour laquelle il se sent le plus à l'aise. Mais amener la question, c'est aussi poser la question. Pareil, comme ce qu'on disait avec Estelle tout à l'heure, bah, c'est d'être le plus simple possible et le plus à l'aise avec la question soi-même. Au Cégide, on a fait des ateliers avec une association, le Phare de Pôle, sur des personnes qui avaient des troubles bipolaires, avec ma collègue psychologue. Et en fait, c'était très intéressant parce que alors, les gens se connaissaient, donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile quand les gens se connaissent, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de leur quotidien et la parole avait été assez facile. C'est la seule expérience dans le milieu psychiatrique pour lequel je peux parler. Alors, on a une autre intervention de Johanna qui dit que justement, c'est la thématique qui préoccupe beaucoup les jeunes. Donc, ils et elles sont plutôt très intéressés. Les plus souvent choqués sont les parents. Si le ou l'animatrice est à l'aise avec il ou elle-même, avec la thématique, ça se passe très bien d'habitude. Merci pour ce retour. Après, la question de la sexualité dans le milieu scolaire, c'est sûr que bah, voilà, il faut, je pense, discuter sur le contenu des ateliers, et être au clair sur qu'est-ce qui va être dit pour que bah, forcément il y ait une meilleure acceptation possible. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à l'idée reçue numéro 2. Estelle, tu veux Ouais, alors le aller? désir doit être spontané, sinon c'est qu'il y a un problème. Alors effectivement, dans la tête des gens, le désir c'est très spontané, j'ai envie ou j'ai pas envie. On le présente souvent comme ça, alors que c'est bien plus complexe. On a vu déjà que le plaisir c'était très contextuel et finalement le désir, bah, ça va être lié à tout ça, à un sentiment de sécurité, à la connexion qu'on peut avoir avec ses partenaires, le côté émotionnel. Et ça, c'est très important de le dire. Il y a aussi une évolution, notamment dans le couple. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se baser sur les premiers temps du couple et finalement les choses évoluent. Et donc, c'est beaucoup d'idées reçues. Il y a je pense que tu vas en parler, Eva, le modèle de Rosemary Besson qui explique que finalement, il y a aussi un désir qui va être réactif au contexte, aux approches, aux caresses, et dont on parle finalement très peu. Je sais pas si Cyrielle, tu veux peut-être passer la prochaine diapositive. Je sais pas si Estelle, tu le présentes le modèle en consultation, tu t'en appuies directement ou pas forcément Alors oui, mais il y a aussi des choses à dire sur ce modèle qui est assez centré voilà, sur la sexualité des femmes notamment. Mais oui, bien sûr que je m'en sers parce que en fait, il va montrer qu'il y a une double boucle finalement de renforcement aussi. Et ce qui est important, c'est que Rosemary Besson, elle va parler de l'intimité, de la notion d'intimité émotionnelle avec sa partenaire, qui va renforcer le désir sexuel. Donc, alors, il y en a plein en fait des modèles. Là, je choisis celui-là parce qu'il était joli et qu'il allait bien avec mon PowerPoint, mais c'est peut-être pas forcément le plus le plus pertinent. Mais en gros, il y a plusieurs modèles. Mais là, on voit que l'intimité émotionnelle accrue, il est en 6. Dans plusieurs modèles, généralement, on commence par ça. Et c'est vrai que, alors j'ai tendance à l'utiliser, mais je dis pas qu'elle l'a décrit pour la réponse sexuelle féminine. En fait, je trouve qu'il est universel en fait Ouais. et que il n'a pas vraiment, enfin, je vois pas ce qu'il a de plus féminin et ce que il est tout à fait pertinent pour
pour toute consultation. Et ça me permet de parler de plusieurs choses. Donc, oui, l'intimité émotionnelle. Souvent, je leur dis l'intimité émotionnelle, bah, forcément, elle a besoin en fait de temps et d'espace. Donc, ça me permet un peu aussi d'évaluer bah, quel temps ils consacrent à leur couple, quel espace ils ont aussi. Est-ce qu'il y a des enfants qui dorment dans la même lit? Donc, vraiment, la notion de partir vraiment par rapport au couple. Pour aller de l'intimité émotionnelle jusqu'au stimuli sexuel, il faut qu'il y ait une sorte de neutralité sexuelle bienveillante. Donc, bien évidemment, souvent, ça me permet d'expliquer que s'il y a une sexualité qui est empreinte de violence, de douleur, parce que j'accompagne beaucoup de femmes dans les cas de douleur lors des rapports, bah, ça peut forcément mettre un petit grip jusqu'au stimuli sexuel. Et souvent, le désir, il est un peu central. Là, on voit que c'est une roue bien circulaire, mais le désir, il est un peu central, c'est-à-dire que, comme ce qu'on disait, soit le désir, il est spontané et ça va entraîner des stimuli sexuels, puis ensuite une réponse corporelle avec une excitation. Soit on peut vous toucher dans les zones érogènes, entraîner une excitation, un repérage corporel de l'excitation génitale et entraîner dans un second temps un désir en fait. Et c'est OK en fait. Il n'y a pas de... Il y a pas forcément qu'une voie pour atteindre le désir. Alors, Et quand il y a désir et excitation, il y a ce qu'on appelle la satisfaction émotionnelle et physique. Donc, vous voyez dans ce modèle, l'orgasme, il n'apparaît pas. Sur certains, on voit plus ou moins orgasme. Mais je l'utilise aussi pour dire que bah, voilà, cette courbe, ce modèle, il doit entraîner satisfaction et pour pouvoir ensuite entraîner une intimité émotionnelle accrue. Et du coup, Alors, ça me permet voilà, d'évoquer plusieurs choses. je pense qu'il y a peut-être un intérêt à expliquer bien la différence entre désir et excitation ici, pour clarifier pour le public. Estelle, tu veux? Alors, c'est marrant, je vais dire comment je l'explique et puis je te laisse ouais, le commencer parce que comme ça, voilà, ça nous donne aussi des idées différentes et vous pouvez prendre celle avec laquelle vous serez plus à l'aise. alors, moi, je vais plutôt parler de désir dans la tête. Bah, c'est au préalable. Qu'est-ce que je vais ressentir pour l'autre? Est-ce que j'ai une attirance? Est-ce que j'ai cette tension sexuelle qui peut venir? Alors, ça peut être du désir pour quelqu'un, mais ça peut être du désir en général. Et puis l'excitation, je vais plutôt parler de manifestations corporelles. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai du désir? Mais attention, et je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des signes d'excitation sans avoir vraiment de désir. Donc Est-ce oui, oui, et exactement. Bah, c'est ce que ça va, je dis pas de bêtises alors. Ça nous permet de faire un petit. Non, alors moi aussi, mais ce qui est pas forcément, enfin c'est une manière propre que j'ai à expliquer, mais c'est pas forcément la meilleure aussi. Souvent, je distingue le désir, la libido et l'excitation. Donc je distingue les deux. Souvent, voilà, le désir, j'explique que c'est quelque chose qui arrive par le cortex, en fait. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de toutes les stimulations extérieures. Donc, ça fait appel aux cinq sens, ça fait appel à l'imaginaire. Le désir n'est pas forcément génital sexuel, ça peut être du désir de tendresse, ça peut être... voilà, il y a en fait une frise hein, entre l'émotionnel et le purement génital. Après, souvent, j'explique qu'est-ce que c'est que la libido. Alors, pour moi, la libido, ça va être, souvent je mime, alors là on a un webinaire, mais souvent je mime, c'est quelque chose qui arrive vers le bas, qui arrive vers les tripes, vers le ventre, le souffle, quelque chose qui va être plus terrien en fait. Pourquoi je distingue les deux? Parce que souvent, comme j'accueille souvent des femmes ou des hommes qui peuvent avoir des traitements hormonaux, bah, souvent il y a moins de libido, il y a moins de ressenti, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler non plus sur le désir.
Donc, c'est pour ça que je distingue un petit peu les deux. Et l'excitation, comme tu disais, c'est la réponse corporelle. Alors, souvent, je leur dis à quoi on reconnaît qu'un homme est excité, à quoi on reconnaît qu'une femme est excitée. Donc, l'excitation, je leur dis, c'est l'érection chez l'homme. Et l'excitation chez la femme, c'est aussi l'érection, hein, faut pas l'oublier, c'est l'érection clitoridienne et la lubrification qui peut s'accompagner. Et comme tu disais, en effet, Estelle, l'excitation reste un réflexe, donc il est tout à fait possible d'avoir une excitation sans avoir de désir. Dans le cas notamment des rapports sexuels non consentis, il peut y avoir excitation, érection réflexe chez l'homme, excitation clitoridienne, lubrification chez la femme, alors que l'on est dans un rapport qui est non consenti et que bien évidemment le désir n'est pas là. Et à l'inverse, on peut avoir beaucoup de désir et pas d'érection, pas de lubrification pour plein de raisons différentes, souvent parce qu'on va être stressé, etc. Ou parfois par des raisons purement médicales, des traumatismes médulaires. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être ensuite. Donc voilà, si on doit résumer un peu cette idée reçue, donc le désir, il peut être spontané, mais il peut être également réactif. Donc en fait, il n'y a pas de problème à ne pas avoir de désir spontané. Mais voilà, le désir, c'est quelque chose qui peut requérir de l'intimité émotionnelle et une satisfaction finalement globale. Et donc, il faut bien faire la différence entre ce désir et l'excitation, comme vous le disiez à l'instant. Je vous propose qu'on passe à la 3, sauf s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions, je passe à l'idée reçue numéro 3. Alors là, on parlait vraiment du coup de l'anxiété de performance, de la notion de performance. On peut parler aussi de questions, voilà, est-ce qu'il a un bon coup? Enfin, ça, c'est des choses qu'on peut entendre en consultation. Souvent, j'utilise 2 ronds, comme tu disais très bien, Estelle, sans plusieurs de tes topos, que finalement, le couple, c'est aussi 3 personnes. Donc, elle, lui ou lui, enfin, un partenaire, l'autre partenaire et le couple. Et souvent, je dis, chacun est responsable de son propre orgasme. Donc, si on est là aussi pour apporter des connaissances et améliorer aussi sa connaissance, son repérage corporel, etc., ça peut permettre, voilà, dans toutes plus ou moins les situations, avoir du plaisir et d'être responsable de son propre plaisir, en fait, hein. Donc, ça permet d'abaisser la performance, enfin, typiquement, l'anxiété de performance que peut avoir souvent, mais pas uniquement des hommes qui ont ce souci de faire jouir leur partenaire ou leur partenaire. Donc, ça permet, on va dire, mais souvent, la phrase que je recadre, c'est chacun est responsable de son propre orgasme ou de son propre plaisir. Je ne sais pas si Estelle, tu as d'autres choses à apporter. Oui, je peux parler aussi de co-construction du plaisir dans une relation sexuelle. Mais pour ça, ça implique quoi? Une communication. Et finalement, là-dedans, il y a aussi une autre idée reçue, c'est on ne doit pas se parler pendant la sexualité. Et moi, je leur explique aux gens, la télépathie, ça n'existe pas. Et puis encore plus dans un rapport hétéro où on a des corps différents, des réactions différentes, même, enfin, ça va au-delà du genre d'ailleurs, puisque à partir du moment où on est 2 personnes différentes, on a des ressentis différents. Et donc, c'est difficile d'attendre que l'autre me donne du plaisir si je le guide pas, si je lui explique pas ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Donc d'où l'importance d'apprendre à bien communiquer et il y a plein d'idées reçues là-dessus. Les gens nous disent souvent: «Ah oui, mais ça casse tout de se dire les choses», alors qu'on peut leur expliquer que ça peut être très érotique aussi de se parler, pendant un rapport sexuel. Mais donc vous voyez que dans des idées reçues, il y a multiples croyances, autres croyances qui vont être liées. Et aussi, il y a beaucoup de choses en littérature qui dit voilà comment faire une bonne fellation, enfin il y a aussi beaucoup de. C'est pareil, de la même manière où on parle plus de sexualité, ça amène vers une norme et vers un objectif de performance en fait, hein.
Là, Absolument. pour les études, 95% des hommes hétéros versus 65% des femmes hétéros et 86% des femmes lesbiennes, orgasme toujours, presque toujours. Ça, c'est aussi la course à l'orgasme. Donc, parler plutôt peut-être aussi d'autres expériences sexuelles qui peuvent exister, comme le slow sex, donc c'est-à-dire la sexualité en pleine conscience. Enfin, amener peut-être moins vers la course vers l'orgasme peut aussi baisser un petit peu l'anxiété de performance ou la course à la performance, hein. Et c'est ce que tu disais là, qui peut être illustré par la méta-analyse de 48 études. La communication sexuelle est positivement corrélée à l'orgasme et à la fonction sexuelle globale, et le plaisir est co-construit. Donc, euh, ça illustre ce que tu disais, Estelle. Et c'est vrai que quand on déconstruit les notions de script sexuel, justement, qui va être centré sur la pénétration, ça implique aussi de parler. Et c'est peut-être le moment aussi je disais qu'en général, nous, les sexologues, on n'aime pas trop le mot préliminaire. Pourquoi? Parce que ça induit l'idée qu'il y a un truc plus important après. Alors que finalement, la pénétration peut être une pratique parmi beaucoup d'autres au niveau de la sexualité. Et quand on parle de communication aussi, souvent je dis, il n'y a pas que la communication verbale, il y a aussi la communication non verbale. Donc la respiration peut aussi, si elle s'accélère, ça peut aussi orienter un ou une partenaire. Enfin, il y a d'autres choses qui peuvent se jouer dans le corps et qui peut être un outil de communication non verbale et qui peut être aussi débriefé plus tard, ou en tout cas il peut y avoir une communication de couple, euh, pas forcément verbale, pour permettre d'orienter, quand notamment on a des douleurs ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un moyen de trouver, voilà, quel est le moyen de communication pour dire, OK, là j'ai mal, là, voilà. Donc ça peut être aussi un moyen de communiquer dans la communication sexuelle. Ok, donc en résumé, chacun est responsable de son plaisir, même si quand on a des relations sexuelles avec d'autres personnes, ça peut marcher en co-construction, mais tout ça nécessite vraiment de la communication qui va être verbale et non verbale. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe à l'idée suivante. Alors, je vois que Maëlle nous a dit merci pour le webinaire et qu'elle doit nous quitter parce qu'elle doit partir en consultation. Voilà. Et donc, pas d'autres questions, je passe à l'idée suivante. Tu veux que je commence, Estelle? Non, écoute, la sexualité décline nécessairement avec l'âge. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent en consultation. Alors, ça va amener ces croyances au moment où les personnes vont vivre le fait de vieillir, mais ça va être aussi beaucoup sur la projection. Ah oui, mais il faut que j'en profite aujourd'hui parce que plus tard, ce sera plus possible. Et donc, ça amène pas mal de conséquences, notamment dans les institutions, où une espèce de désexualisation des personnes âgées, par exemple en EHPAD, ou alors c'est plutôt moqué, où les gens peuvent trouver ça dégoûtant, etc. Alors qu'on sait qu'on peut avoir de la sexualité à tout âge, mais évidemment, la sexualité peut évoluer. Cette semaine, il y avait, alors ça rebondit par rapport à ça. Cette semaine, il y avait une émission sur France Inter où le thème, c'était est-ce que les vieux ont le droit d'aimer et de faire l'amour comme tout le monde? C'est une vraie question. Alors, bien évidemment, la question des personnes qui sont en EHPAD était principalement revenue sur le sujet. Mais c'est quand même une question qu'on retrouve beaucoup en consultation, notamment avec la ménopause. On parle beaucoup d'andropause. Maintenant, il y a des nouvelles un petit peu thérapies hormonales que l'on peut mettre en place. Donc, la sexualité,
c'est pas un long fleuve forcément tranquille, mais en tout cas, c'est pas une pente déclinante. Il peut y avoir des hauts, des bas, etc. Souvent, ce que je dis, la question, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire comment on peut s'adapter. Donc, c'est là où parfois la consultation avec un sexothérapeute ou un sexologue peut être intéressante. C'est que nous, on accompagne en fait à s'adapter, alors soit un problème de santé, soit une autre problématique, l'arrivée d'un enfant, donc des événements de vie positifs ou des événements de vie négatifs. Mais la question, il me semble, c'est la question de l'adaptabilité qui permet de vivre avec une sexualité satisfaisante à tout âge. Je suis complètement d'accord avec toi, Eva. Moi, je parle de flexibilité. Il y a des études d'ailleurs, je n'ai pas ressorti, mais qui montrent que la flexibilité, notamment dans la diade, va être corrélée à une meilleure satisfaction sexuelle. Et de mon expérience clinique, moi j'ai travaillé 10 ans à la Ligue contre le cancer et donc j'intervenais aussi en sexo. Et finalement, les gens pouvaient être assez surpris de maintenir une sexualité qui va être transformée, certes, mais c'est aussi, et pareil, c'est ce qui est assez formidable dans la sexualité, c'est aussi l'occasion de découvrir quelque chose de différent. Donc, le déclin ou perte de fonction ça peut toujours être aussi une occasion de découvrir quelque chose de différent, peut-être de centrer sa sexualité plus sur la sensualité, sur d'autres choses. Et je trouve que c'est assez positif de présenter les choses comme ça. Oui, oui, je te rejoins tout à fait. Moi, souvent, je leur dis, ok, vous avez mal, il y a des douleurs, mais peut-être qu'imaginez-vous, vous inquiétez pas, on va prendre en charge ces douleurs de façon médicale, de façon en sophrologie, en psychologie, en kinésithérapie. Donc, vous inquiétez pas, on va vous accompagner avec ces douleurs. Mais le fait de pas avoir de pénétration, par exemple, parce qu'il y a des douleurs, ça va peut-être vous permettre de développer en fait tout un champ sexuel et érotique que vous auriez jamais développé. Et quand ça ira mieux sur les douleurs, vous auriez une sexualité qui sera complètement différente et pourquoi pas un renouveau. Donc finalement, est-ce que cette expérience peut amener à une sexualité et un renouveau en fait, hein. Donc je te rejoins, je l'aborde également comme ça de manière positive. Alors, je vois qu'on a Charline qui dit qu'en tant que onxo-sexothérapeute, elle adhère totalement à ce qui se dit. Donc, voilà. Et on a Carole qui dit qu'il est vrai que c'est assez tabou, la sexualité dans les EHPAD, alors que certains résidents sont actifs et qu'il y a certains établissements qui ne mettent pas les couples ensemble et qu'elle a aussi travaillé dans des foyers pour des personnes en situation de polyhandicap et que c'était beaucoup plus ouvert et qu'il y avait un sujet que l'on avait en réunion suite aux demandes de certains résidents. Et J'imagine que ça doit Charline, défendre aussi. oui. Ouais. Charline a dit réinventer, c'est un moment souvent merveilleux avec et pour ses patients. Vous voyez aussi, il y a souvent les familles parfois qui ne voient pas forcément d'un bon œil. Estelle, je ne sais pas si tu voulais rebondir par rapport à ça. Non, je vais rajouter que la notion de créativité, elle est importante dans la sexualité. Donc la flexibilité, ça implique aussi de la créativité. Et parfois, en dehors de ces problèmes de santé, dans le milieu de l'érotisme, par exemple, on va passer par la contrainte pour amener de la créativité. Alors la contrainte, on n'est pas en train de parler de trucs de fou, mais par exemple, se bander les yeux, c'est une contrainte. Ça va amener une créativité différente ou s'attacher les mains, etc. Donc oui, j'appuie sur cette notion que perdre quelque chose, c'est peut-être gagner quelque chose par ailleurs. Et de la même manière, moi j'accompagne aussi parfois les couples. Imaginons de façon vraiment très concrète, vous avez quelqu'un qui a mal au genou et il a des douleurs ou une fatigabilité en position missionnaire, etc. Je leur dis, ok, en fait, pourquoi pas s'excentrer, pourquoi pas mettre une jambe en dehors du lit. Donc ça peut être des choses qui sont vraiment
très basique, mais comment se rendre flexible, c'est aussi comment on bouge de manière différente pendant le rapport et on s'adapte en fait au corps et éventuellement au corps qui vieillit avec parfois des douleurs. Et je vois que Carole, tu dis aussi pour les familles, mais aussi certains accompagnateurs ou soignants, c'est difficile. Je pense que c'est l'intérêt aussi de venir en tant qu'intervenant en santé sexuelle, de discuter en équipe, hein, que ce soit dans les EHPAD, dans les colonies de vacances, dans les foyers. Enfin, je pense que c'est une thématique qui est abordée en fait, hein. Tous les lieux de vie, hein, que ça soit tous les lieux de vie. Alors, vous voulez peut-être parler des études sur Oui, cette slide? donc c'est la notion d'âge. L'âge, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est l'état de santé ou l'état de bonne santé qui est plus on va dire, représentatif et qui est plus une prédiction. J'avais aussi des chiffres différents, mais 73% des 57-64 ans restent aussi actifs, 53%, 26% des 75-85 ans restent sexuellement actifs, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a l'état de santé, il y a la sociabilité, il y a la solitude. Enfin, vraiment, on est dans un enjeu politique, social, culturel aussi, hein. Pas uniquement que médical. Et le déclin, il peut être attribuable à des facteurs réversibles. On s'en a parlé, la santé, les médicaments, les partenaires, les attitudes, pas au vieillissement biologique en soi. Et on va dire qu'en tant que médecin généraliste, poser la question de la sexualité, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour moi que certains de mes confrères consoeurs, mais ça peut permettre d'améliorer la santé sexuelle et la bonne santé de l'individu, et cela, voilà, jusqu'à la mort. Ok, donc si je devais résumer, en fait, il y a vraiment des maîtres mots sur l'évolution, enfin sur la sexualité avec l'âge. Donc en fait, on peut avoir une sexualité à des âges avancés, on n'aura juste pas forcément la même sexualité à 20 ans qu'à 80 ans. Et donc les maîtres mots, c'est vraiment adaptation, flexibilité et créativité. Alors, est-ce qu'il y a des réactions là-dessus? J'en vois pas. Je vous propose qu'on passe à la 5e idée. Alors, les zones érogènes. Vas-y Estelle, parce que Ouais. c'est directement découlé de ton topo que tu nous avais présenté, ton introduction. Donc, ouais, les zones érogènes sont les mêmes pour tout le monde. C'est des choses que j'entends souvent, comme s'il y avait des boutons magiques. On parle du point G qui serait la zone magique pour faire jouer une femme. J'entends toutes les semaines des femmes qui me disent ah, il me met directement les mains sur la poitrine et le sexe. Et finalement, c'est beaucoup trop intrusif. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, chaque personne est différente. Les sensations évoluent aussi avec le temps, d'un jour à un autre. Il n'y a pas de règle là-dessus. Les sensations, le plaisir, c'est un perpétuel apprentissage. Et finalement, j'ai envie de dire, chaque personne va construire progressivement comme sa propre géographie sensorielle avec des choses qu'elle va aimer ou pas, auxquelles elle va être sensible ou pas. Il y a des zones qui vont être, c'est pas juste des zones sensorielles, ces zones-là, elles vont être associées à du vécu, à des émotions, à une vision des choses. Et ça aussi, c'est des constructions sociales. Par exemple, le tabou du plaisir anal chez des hommes hétéros, c'est quelque chose qui est complètement lié à une construction sociale, alors que c'est une zone sensorielle. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre qu'il n'y a rien d'universel là-dedans. Souvent, je prends l'exemple du film Intouchable et des lobes de l'oreille et des zones érogènes. Je pense que c'est quelque chose qui parle de manière, on va dire, important en France. Donc, du coup, tout le monde au moins a vu le film. Donc, ça permet de faire
de rebondir par rapport à ça. Souvent, je parle aussi de l'alimentation chez les petits-enfants. Je leur dis, quand vous avez un petit bébé de 4 mois que vous lui donnez à manger, bah, si vous lui donnez que du brocoli, bah, ça sera le meilleur aliment du monde. Alors que si vous diversifiez, bah, petit à petit, vous diversifiez ses sens et vous diversifiez aussi au niveau neurobiologique, les terminaisons nerveuses, etc. Donc, les zones érogènes, c'est des choses qui sont pas les mêmes pour tout le monde, en fonction de la construction, en fonction des codes d'attraction sexuelle, en fonction de comment vous construisez au niveau de votre développement psychosexuel, mais aussi elles sont movables, c'est-à-dire qu'elles peuvent apparaître, elles peuvent se développer de la même manière que des terminaisons nerveuses sensorielles peuvent se développer. Et par rapport au point G, est-ce que le point G est une légende urbaine? Tu as parlé, là, tu as dit par rapport à la sensorialité du point G, Estelle. Oui. Alors, Bon, tu veux alors, parler du ouais, alors le point G, je dirais que c'est pas un point G, c'est une zone G une peut-être. zone. Alors, c'est plutôt une zone et anatomiquement, ça serait, parce que voilà, ça serait vraiment la zone où je pense que tout le monde a l'anatomie du clitoris en tête, mais ça serait vraiment la zone où le clitoris, vous voyez là, où le clitoris s'appuie au niveau vaginal et en fait, ce carrefour-là où en fait le clitoris va venir entourer le vagin lorsqu'il y a une excitation clitoridienne, bah, ça serait cette zone, mais ça reste une zone qui peut se développer ou pas comme n'importe quelle zone érogène. Et oui, oui. Mm. C'est ce que Estelle parlait au niveau. Pardon, je rebondis, c'est tout le monde n'a peut-être pas le chat devant les yeux, mais si je comprends bien, les zones érogènes peuvent évoluer tout au long de la vie. Oui, oui, c'est la plasticité cérébrale, comme Estelle l'a parlé dans l'introduction. Et notamment en oncosexologie, bah, quand vous avez des femmes j'avais notamment une patiente qui a une mastectomie suite à un cancer du sein bah, et qui n'atteignait l'orgasme qui arrivait à monter son excitation uniquement par la stimulation au niveau mammaire. Bah, tout était la question de, voilà, elle n'arrivait plus du tout à atteindre d'orgasme parce qu'elle avait été amputée une partie de sa zone érogène principale. Donc toute la question c'est flexibilité, adaptabilité, comment on peut bah, remettre, redévelopper des zones érogènes différentes, la question de l'acceptation, comment on peut refaire une zone qui a été mutilée, qui a été médicalisée comme une zone de nouveau érotique. Donc ça demande du travail, mais c'est tout à fait possible en effet. Du travail, de l'exploration, mais même chez des personnes qui n'ont pas de soucis en particulier, en fait. Le cerveau est assez paresseux, donc ce qui va fonctionner, et les gens ont tendance à l'utiliser directement. Donc, ça va être souvent une stimulation externe du clitoris, par exemple. Mais finalement, et donc il y a une espèce d'habituation. Mais finalement, quand on prend le temps aussi d'explorer d'autres choses, d'autres sensations, et sans forcément être dans un objectif d'atteindre un orgasme, eh ben, c'est là qu'on peut aussi découvrir des choses qu'on n'avait pas encore perçues. Alors, tout le corps est sensible, mais la cartographie individuelle varie selon le sexe, l'orientation, le désir, le contexte, l'éducation, la culture. La zone érogène est plus large en couple. Bah, ça, c'est dans le sens où l'auto-érotisme, on va faire une petite recette qui va marcher, qui va permettre de monter son excitation de manière plus facile. Donc, c'est sûr que la sexualité de couple peut amener à aller découvrir d'autres zones. Mais pareil, on peut accompagner quelqu'un seul à développer des zones érogènes. Et voilà, il y a une variabilité interindividuelle des zones érogènes d'une manière générale. Donc non, les zones érogènes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors voilà, donc je pense que je n'ai pas besoin de résumer. Je pense que voilà, les zones érogènes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et c'est possible de les travailler et d'évoluer dans ces zones érogènes.
Bon, on peut passer à la dernière idée reçue s'il n'y a pas de remarques. Allez, je t'en prie, Estelle. C'est Alors, toi qui es. une idée reçue qui me tenait à cœur parce que c'est des choses que j'entends énormément, qui ont des conséquences quand même sur la sexualité des gens. Les hommes ont des besoins sexuels, ils ont plus de désirs que les femmes. Ça a beaucoup de... alors c'est une croyance qui est liée au stéréotype de genre. Évidemment, il y a des variabilités de toute façon individuelles qui vont être très différentes. Mais ce stéréotype, déjà, ça peut impacter les notions de consentement, de se dire, il a des besoins, c'est comme ça, c'est presque pulsionnel et du coup, il faut, moi, en tant que femme, que j'assouvisse ses besoins. Alors, c'est pas forcément dit comme ça, mais il y a un peu c'est en toile de fond quand même, hein, dans beaucoup de couples, malheureusement. Et puis, dès que ça sort de ce cadre-là, ça amène beaucoup d'anxiété chez les patients. J'en ai eu encore justement un cas ce matin d'une jeune femme qui a beaucoup plus de désirs que son compagnon. Et du coup, elle se trouve anormale parce que pour elle, dans sa tête, normalement, c'est les hommes, ils ont toujours envie. Et donc, s'il n'a pas envie, c'est qu'il ne me désire pas. Alors que là, l'idée, c'est de distinguer juste le désir du désir pour elle. Et du coup, c'est moi qui ai trop de désir. Est-ce que c'est des choses que tu vois aussi, Eva? Oui, oui, oui. Plus, je dirais, alors, plus sur des couples un peu plus âgés, j'ai l'impression que la femme dit, ça évoque le besoin, il a besoin. Ça découle directement du devoir conjugal. Alors, pareil, c'est quelque chose que je recadre. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, mais on n'a pas besoin de sexe pour vivre. Souvent, je me rapporte à la pyramide de Maslow où finalement, il y a des besoins physiologiques, il y a des besoins de sécurité, d'appartenance, etc. Mais on n'a pas de besoin de sexuel pour survivre déjà. Donc souvent, je l'évoque aussi au lycée comme ça. Après, les discordances de désir, je les rencontre autant dans des couples homosexuels, hétérosexuels, que de la part des femmes, que de la part des hommes, etc. La seule chose que je peux quand même rencontrer, c'est que oui, il y a la contraception aussi qui peut venir se mêler du désir et qui peut faire une petite, on va dire, différence. Mais en tout cas, en effet, ce motif de la baisse du désir, ce n'est pas un motif de consultation en sexologie qui est purement féminin et loin de là. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça. Si Estelle, tu veux compléter ce que je viens de dire? Pour compléter, le désir sexuel, c'est aussi une somme de plusieurs éléments. Et c'est vrai que j'aurais pu rebondir quand on a parlé du modèle de Rosemary Besson, mais moi j'aime bien présenter le désir sexuel avec le modèle de la double balance, avec des éléments qui vont, vous imaginez une balance à deux plateaux, avec des éléments qui vont plutôt activer le désir sexuel et des éléments qui vont plutôt l'inhiber. Et souvent, on a cette notion de oui, mais les hommes, ils ont de la testostérone tout le temps. Ok, mais en fait, les femmes en ont un peu aussi. Et puis, il y a d'autres hormones. Mais en fait, il y a des éléments biologiques, mais il y a aussi un imaginaire érotique. Il y a la charge mentale qui va peut-être baisser aussi, plutôt être un élément qui va inhiber le désir sexuel. Donc, forcément, c'est plus souvent porté par les femmes. Et puis, il y a toutes ces injonctions sociales. Le désir, il va être beaucoup plus valorisé chez un homme. C'est beaucoup plus valorisé pour un homme de dire qu'il a du désir, alors que chez une femme, ça peut être encore, c'est en train de changer heureusement, mais ça peut être encore stigmatisé. Donc, il faut qu'elle ait du désir pour répondre à celui de son partenaire, mais pas trop non plus. Donc ça n'aide pas à se vivre dans son désir sexuel. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'influence. Alors, on voit Carole qui demande si la contraception joue un rôle sur la baisse de la libido. Alors, ça fait partie
c'est un effet indésirable, mais qui va tout à fait dépendre de chaque personne, chaque moyen de contraception. Et puis la question de est-ce que la baisse du désir est uniquement liée à la contraception? C'est le rôle aussi de la consultation en sexologie, c'est d'aller chercher tout ce qui pourrait jouer dans la baisse du désir. Et malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. C'est un effet secondaire qui peut être présent, mais qui est loin d'être systématique. Mais tous les traitements hormonaux peuvent jouer sur le désir, que ce soit les traitements hormonaux pour le cancer de la prostate, etc. Mais il y a d'autres choses qui peuvent jouer. C'est toujours à prendre sur l'angle des facteurs du plurifactoriel et du pluriprofessionnel. Et là, mais finalement, je trouve que cette idée préconçue peut desservir les hommes, ça leur met une pression de performance qui leur met la pression en définitive. Dans notre groupe, ils parlent énormément de performance et du fait de consommer des produits comme du Viagra ou du Camagra ou des miels. Alors là, attention, on parle du coup de performance et d'excitation et pas forcément de désir, puisque du coup, tout ce qui va être IPDE5, etc., on est vraiment sur l'excitation et pas sur le désir. Le Viagra n'augmente pas du coup le désir chez les hommes, mais oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça encourage en effet la course à la performance et à l'anxiété de performance. Et tout ça, c'est aussi les injonctions à la virilité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme dit viril? Ben, c'est un homme qui a beaucoup de désirs, qui est dans la performance. Et oui, ça met beaucoup de pression et ça impacte justement la performance par l'anxiété de performance. Pardon, hein, du coup, j'en profite, mais je pense que vous avez raison. Il y a vraiment un problème, je pense, de définition entre ce que c'est le désir et ce que c'est le L'excitation. désir. L'excitation. C'est ça, et l'excitation. Je pense qu'il y a vraiment. Parce que nous, je vous dis, c'est quelque chose qu'on remarque énormément. Et enfin, voilà. Du coup, c'est très intéressant. Merci. Pour être sûr de contenter leur partenaire, mais nous remarquons que dès qu'on leur parle de communication et de singularité, ils sont un peu perdus. Je crois que j'ai pas trop de remarques. Je sais pas si Estelle, tu as une remarque particulière. Bah, c'est un constat, effectivement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a comme un gros malentendu sur le plaisir, sur ce que souvent les hommes imaginent que les femmes attendent et comment les femmes perçoivent ce que c'est un rapport dit réussi. Alors effectivement, il y a les influences du porno, etc. Et l'idée, c'est peut-être de faire parler les gens là-dessus. Après, je sais pas ton expérience, Estelle, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai beaucoup d'hommes en consultation et ils viennent consulter un sexologue, hein, je trouve de manière peut-être de plus en plus facile, mais en tout cas, c'est une thématique, le désir, qui est souvent abordée avec quand même de la facilité. Oui. Plus que les notions d'excitation, de performance. Mm. Ouais. Cyrielle, peut-être tu peux répondre sur la dernière diapositive. Alors ça, c'est deux études qui sont contradictoires. Il y en a une qui vient illustrer le fait que les hommes rapportent un désir sexuel plus fort. Effet robuste mais partiellement atténué après correction du biais de désidérabilité sociale, donc c'est le fameux biais de l'on parlait. Et la nuance est que les différences observées, elles s'expliquent largement par la stigmatisation de la sexualité féminine, les violences sexuelles, une définition étroite du sexe et le respect inégal des partenaires. Mais voilà, c'est à nuancer. Les études sur la sexualité sont quand même à prendre avec du recul. Ok, donc pour résumer un petit peu, en fait, il n'y a pas les hommes qui ont des besoins sexuels, plus de désir que les femmes. On a des variabilités qui sont inter-individuelles, mais aussi qui changent au cours de la vie. Et qu'on pense ça parce qu'il reste une valorisation un peu sociale de la différence entre le désir de l'homme et de la femme. Est-ce
que ça vous convient comme résumé? Très bien. Absolument. 13h53, Cyrielle. Eh ben, c'est super. Eh ben, je vous propose de faire un petit retour global sur ces 1 heure et presque et demie de webinaire. Donc, pour moi, ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est que le plaisir, c'est quelque chose qui est en fait beaucoup plus détaché du biologique que ce qu'on pourrait croire, que ce n'est pas quelque chose d'universel, mais c'est quelque chose qui se travaille et que en fait, ça dépend de beaucoup de normes qui vont être sociales, culturelles, environnementales, personnelles. En fait, ça dépend de vraiment beaucoup de normes et que c'est important d'en avoir conscience et de pouvoir s'en détacher ou alors en tout cas de pouvoir travailler pour le réfléchir et peut-être évoluer à partir de ça. Qu'avec vos patients, pour parler de plaisir, vous pouvez poser la question de la satisfaction sexuelle. Et puis, il faut se dire qu'on a beaucoup d'idées reçues autour du plaisir et ces idées reçues peuvent l'influencer. Mais que globalement, pour améliorer le plaisir ou pour accompagner son plaisir, on a besoin de communication quand on parle de plaisir sexuel avec une autre personne. Mais on a aussi besoin d'adaptation, d'évolution et d'exploration. Merci, Cyrielle. Je ne sais pas si vous avez des remarques, on a le temps encore pour quelques remarques ou d'autres choses que vous voulez parler par rapport à cette thématique. Alors, on a Géraldine qui nous dit que la dimension liée aux violences sexuelles lui semble très pertinente et qui dit merci. Vous avez des remerciements, en tout cas, dans la conversation. Ok, est-ce qu'il n'y a pas une dernière question? Alors, allez-vous transmettre un résumé de ce webinaire? Oui, bien sûr, pas de souci. Vous pouvez envoyer à l'adresse du Correspaca une demande et on vous enverra un résumé. J'avais une Et demande on- aussi de savoir s'il allait y avoir un replay ou pas. Oui, on vous mettra les rediffusions sur YouTube. Ok, oula. Voilà, alors on pourra afficher juste l'audio, mais bon, oui, avec votre autorisation, bien sûr, mesdames, hein. Oui, et ce sera que pour les personnes qui ont le lien. Alors, je vois pas de questions particulières. On termine en avance, ce qui est quand même assez incroyable, à quelques minutes d'avance. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Un dernier regret, une dernière question à poser, peut-être? Alors, pourrons-nous transmettre le lien à des collègues? Alors ça, je pense que Eva, Estelle, c'est à vous de donner une réponse. On leur demandera une Pas de souci pour moi. Écrite. Pas de problème. Bah, on vous redemandera une autorisation écrite. Oui, pas de problème. Et pour les autres webinaires, auxquels vous ne pouvez pas assister, est-ce qu'on peut aussi avoir les liens sur YouTube? Bah, également, on demandera aux intervenants spécifiquement. Voilà, et bah écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci Estelle, merci Eva, et merci à toutes les participantes et tous les participants pour ce bel échange. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à vous.